Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des fractures du plateau tibial. La présentation a été réalisée par le Dr Laudet, sous la direction du Dr Xavier Buzon. Concernant l'incidence des fractures du plateau tibial, elle concerne annuellement 10 personnes sur 100 000. Cela représente 1 à 2% de toutes les fractures. L'âge moyen est autour de 52 ans. Schématiquement, il existe deux catégories de personnes concernées par ce type de fracture. D'un côté, les traumatismes à haute énergie qui sont retrouvés préférentiellement chez les hommes d'une quarantaine d'années, de l'autre les traumatismes de faible cinétique plutôt chez la femme âgée d'environ 70 ans. La localisation des fractures dépendra du mécanisme. Pour les mécanismes en valgus, on retrouvera plutôt une fracture du plateau latéral. Pour des forces exercées en varus, la fracture concernera le plateau médial. Lorsque les contraintes sont axiales, il s'agira majoritairement de fractures bicondyliennes. Il faudra rechercher des lésions associées. L'atteinte méniscale concerne 60 à 75% de ces fractures. Le plus souvent, il s'agit d'une atteinte du ménisque latéral, en particulier pour les stades 2 de la classification de Schatzker, ou alors lorsqu'il existe une séparation de plus de 6 mm ou un enfoncement supérieur à 10 mm. Il peut exister une atteinte concomitante du LCA, particulièrement retrouvée pour les stades 4 à 6 de la classification de Schatzker. On retrouve un syndrome des loges dans 10 à 40% de ces fractures, en particulier chez les hommes jeunes avec un traumatisme à haute énergie lorsque la fracture est communitive ou alors qu'elle est associée à une luxation. Enfin, il faudra rechercher une atteinte vasculo-nerveuse, là encore pour des traumatismes à haute énergie, des fractures communicatives. Quelques rappels d'anatomie pour mieux comprendre ces fractures. Le plateau tibial latéral est convexe dans sa forme. Le plateau médial est quant à lui concave. Le plateau latéral est légèrement plus proximal que le plateau médial, cela crée une différence de hauteur responsable d'un varus physiologique de 3 degrés. Enfin, on peut noter que le plateau médial est plus dense que le plateau latéral. Concernant l'imagerie, le premier examen à réaliser est la radiographie de face et de profil. Il est parfois intéressant de réaliser une incidence 3/4 oblique pour mieux évaluer l'enfoncement. Le scanner reste quasiment systématique pour ces fractures articulaires afin de mieux classifier la fracture et ainsi mieux la prendre en charge. L'IRM permettra de déceler des lésions associées ménisco-ligamentaires. Elle sera souvent réalisée à distance de la prise en charge de la fracture. Concernant les classifications des fractures du plateau tibial, la première classification décrite est celle de Gérard Marchand. Le stade 1 correspond à la séparation, le stade 2 à l'enfoncement et le stade 3 pour les fractures mixtes. En 1960, Duparc et Ficat proposent une classification plus complète. Le stade 1 correspond aux fractures unitubérositaires et représente à peu près 2/3 des fractures du plateau tibial. Le stade 2, les fractures bitubérositaires. Le stade 3, les fractures spinotubérositaires, plus souvent médiales que latérales. Le stade 4 correspond aux fractures comminutives. Le dernier stade correspond aux fractures séparation postérieure. En 1979, Schatzker propose une nouvelle classification se basant sur celle de Gérard Marchand. Cette classification est la plus utilisée à l'international et dans la littérature. Le stade 1 correspond aux fractures séparation. Le stade 2 a une séparation associée à un enfoncement. Le stade 3 un enfoncement pur. Le stade 4 une fracture du plateau médial. Le stade 5 une fracture bicondylienne. Enfin, le stade 6 correspond aux fractures s'étendant au niveau de la diaphyse ou de la métaphyse. En 1983, Hall et Moore proposent une nouvelle classification qui permet de prendre en compte certaines fractures qui ne rentrent pas dans la classification de Schatzker. Le stade 1 correspond aux fractures séparation coronale du plateau tibial interne.
Cette fracture est assez spécifique du skieur. Le stade 2 correspond à une fracture du condyle en entier. Le stade 3, une avulsion ou un arrachement du bord du plateau latéral. Le stade 4 correspond à une compression. Le stade 5, lui, correspond à une fracture 4 parts. Enfin, il existe la classification de Lao décrite par Müller en 1989. Les stades 1 correspondent aux fractures extra-articulaires, les stades 2 aux fractures articulaires partielles, stade 3, fracture articulaire totale. À chaque stade de la classification, il existe 3 sous-types. Les fractures A1 concernent les avulsions, A2 les fractures extra-articulaires simples, A3 les fractures extra-articulaires multifragmentaires. Les fractures B1 correspondent à des fractures séparation, B2 à un enfoncement pur, B3 pour les fractures mixtes associant séparation et enfoncement. Pour le troisième stade, on retrouve les fractures type C1, articulaire simple et métaphysaire simple, les fractures C2, articulaire simple, métaphysaire complexe, les fractures C3, articulaire complexe, métaphysaire complexe, multifragmentaire. La prise en charge des fractures du plateau tibial est la plupart du temps chirurgicale. Concernant notre population de femmes plutôt âgées présentant ce type de fracture, il est parfois plus raisonnable de préférer une immobilisation simple par une attelle de Zimmer pour éviter toute chirurgie. Cela concerne majoritairement les patients avec une demande fonctionnelle peu importante, souvent grabataire, qui marchent peu, voire plus. Chez des sujets âgés de plus de 65 ans, avec un os ostéoporotique, on peut proposer parfois la mise en place d'une prothèse totale de genou en première intention. Cela présente l'avantage de la reprise de l'appui précoce chez des patients plus sensibles à la perte d'autonomie liée à une décharge. L'ostéosynthèse à foyer ouvert est la chirurgie la plus répandue pour ce type de fracture. Si l'état de la peau le permet, elle est indiquée pour des enfoncements ou des séparations de plus de 5 mm, ou bien lorsqu'il existe une instabilité en varus valgus de plus de 10 degrés. L'atteinte du plateau médial relève quasiment systématiquement d'une ostéosynthèse par plaque. Les fractures bicondyliennes doivent être ostéosynthésées autant que possible. Il existe plusieurs voies d'abord pour cela. Le plus souvent, on réalisera un abord latéral, mais il existe également des voies d'abord médiales ou postéromédiales. Parfois, on peut être amené à utiliser 2 voies d'abord pour une ostéosynthèse par double plaque. En cas de besoin, pour mieux contrôler la réduction et s'assurer d'un bon rétablissement de la surface articulaire, une arthrotomie subméniscale peut présenter un intérêt. En cas de dépression importante, le vide peut être comblé par de la greffe autologue, de l'allogreffe ou du ciment. L'arthroscopie peut être intéressante dans certains cas pour mieux contrôler l'ostéosynthèse. Son utilisation rend la chirurgie moins agressive pour le contrôle de la réduction. Elle se prête particulièrement bien au traitement des stades 1 de la classification de Schatzker pour un geste à minima chez des patients avec une demande fonctionnelle moindre. Et peut venir en complément d'un vissage percutané pour éviter une chirurgie délaborante chez ce type de patient. Le fixateur externe constitue une deuxième option. Il peut être temporaire en attendant de réaliser une ostéosynthèse à foyer ouvert lorsqu'on ne peut pas opérer dans les premiers temps, ou bien être définitif. Il sera plus largement utilisé pour des fractures ouvertes ou en cas de fracture très communitive, rendant la fixation interne très difficile. Il trouve sa place également lorsque l'ostéosynthèse à foyer ouvert n'est pas possible, que la peau ne permet pas d'opérer ou que le patient n'est pas suffisamment stable pour subir une intervention, parfois longue, d'ostéosynthèse. Ce schéma permet de résumer les différentes prises en charge possibles. Concernant l'évolution, le retour au sport à l'état antérieur est possible chez 50% des patients,
À noter la présence d'arthrose chez un patient sur 3 à 5 ans post-opératoire. Le taux d'infection post-opératoire est de 6%, en particulier chez les patients fumeurs, obèses, qui présentaient une fracture ouverte ou lorsqu'une aponévrotomie a été nécessaire devant un syndrome d'éloge. En résumé, on peut donc dire qu'il y a une classification utilisée dans la littérature qui guidera le traitement, la classification de Schatzker. Il faut retenir qu'il existe schématiquement deux populations, les jeunes hommes de 40 ans avec un traumatisme à haute énergie ou les femmes de 70 ans avec un traumatisme faible. On pourra retenir trois grands traitements pour les fractures du plateau tibial. Le traitement orthopédique par une immobilisation pour des fractures non déplacées ou chez des patients grabataires ou alors contre-indiqués à la chirurgie. L'ostéosynthèse à foyer ouvert la plupart du temps ou l'utilisation d'un fixateur externe.